Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eden, aka Cooker sur Twitter. Salut Eden, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, ouais, je vais au top, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais très bien. Ça se passe à Malte? Bon, écoute, au top, hein. Soleil, L'île est cool, on aime bien notre soleil vie plein? chez nous. Quoi? Soleil plein? Ouais, plein soleil, il n'y a pas de nuages ici. 6 mois, 6 mois tranquille, il n'y a pas beaucoup de pluie, on est bien. Ah ben ça, tant que tu arrives à quand même bosser, c'est le Ouais, principal. toujours. Il n'y a pas le choix, il y a un moment, il faut les payer, les apparts à Siema. C'est important. Là, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, du coup, moi, je m'appelle Eden, j'ai 23 ans. Je fais de la prestation de service depuis bientôt 4 ans maintenant. Principalement, aujourd'hui, de la restructuration de société, de la formation en B2B, toujours sur des pôles e-commerce, du conseil sur des boîtes qui sont sur des phases de scaling. Et après, j'ai aussi un peu de media buying. C'était mon activité principale pendant mes 2 premières années et demie. Donc, je continue à en faire un peu, quoi. Il y a des petits projets cool qui se présentent à moi à droite à gauche. Mhm. Mais là, actuellement, c'est quoi vraiment ton activité principale? Là, le principal, c'est consulting, conseil, formation sur du B2B. Donc, la formation one-to-one où je forme à C-level les managers et les équipes en opérationnel. Et après cette phase de formation, c'est des accompagnements de 3 4 mois. Derrière, du conseil sur tout ce qu'il y a à mettre en place pour la phase de scaling. L'accompagnement pour voir que tout est bien mis en place, que toute la structuration se passe bien avec ce qui a été changé dans la boîte. Et la mise en place de plans d'action stratégiques sur une année. Mhm. Mais comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans ce nouveau projet, vu que de base, c'était vraiment uniquement dans le media buying? En gros, je suis passé par plein d'étapes. Genre, en gros, tous les 6 mois, j'ai un peu changé de métier. C'est parti d'un truc assez simple. Au début, j'avais une boîte qui s'apparentait un peu à du SMMA, ou en gros, marketing 360, digitalisation d'entreprises physiques qui vendaient du produit, donc déjà spécialisé sur du e-commerce. Après cette boîte, j'ai été bosser dans une agence à Dubaï, où là, c'était un peu un mix entre du sales et de la gestion de projet assez général. Focus à la base sur les influenceurs et après élargissement sur le reste des canaux d'acquisition. Après ça, j'ai une boîte du coup de media buying avec des media buyers sur un peu tous les canaux d'acquisition. Et au bout de ça, ça a commencé à me gaver le media buying parce que je suis un mec giga curieux et j'ai besoin de tout le temps avoir des choses à master. Donc j'aime bien quand je vais dans un domaine, arriver à un moment où je suis capable de répondre à la majorité des questions et de pouvoir aider la majorité des personnes. Et en fait, quand j'atteins ce stade et que ça devient compliqué pour moi de passer des niveaux supérieurs, là, je vais chercher en fait des compétences qui sont dans la continuité du coup de mon domaine dans le e-commerce. Donc, je vais m'intéresser aux mecs qui sont plus gros, comprendre la différence de qu'est-ce que eux connaissent que moi je sais pas, regarder genre sur Twitter, sur YouTube, genre les sujets qu'ils peuvent aborder que moi je vais pas forcément comprendre. Je vais commencer à deep dive dans le domaine, à me former, commencer à regarder un peu autour de moi dans mon réseau les besoins qu'il y a. Et en fonction de ça, je vais commencer à recréer des nouvelles offres en fonction des besoins que je vois dans mon réseau proche. Étant donné que j'ai quand même un large réseau aujourd'hui, il y a toujours des besoins qui sont autour de moi et j'ai pas trop besoin de faire d'études de marché. Et après, j'aligne les compétences que j'apprends et que je vois que j'ai envie d'apprendre grâce à ma curiosité avec ce que recherchent les gens autour de moi et les problèmes qu'ils ont autour de moi. Donc, tous les 6 mois, comme ça me fait passer un step. Et le dernier step que j'ai eu, du coup, c'était très focus sur l'analyse de données, là, depuis un an. Les gens, ils l'ont vu sur Twitter. Je faisais des threads où la moitié des gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et en fait, cette analyse de données-là m'a permis, quand je parlais à tous les gens autour de moi qui avaient des shops, d'identifier les problèmes et après d'arriver sur des sociétés de plus en plus grosses où là sont arrivés les problèmes, du coup, plus de structuration, de process en plus. Du coup, que j'ai été apprendre dans d'autres boîtes pour implémenter chez mes clients. Et ça se fait en fait sur une évolution assez naturelle. J'ai pas un plan d'action très précis, c'est un peu du jour le jour. J'ai envie d'apprendre des nouveaux trucs et je me sers de ces nouveaux trucs pour régler les problèmes des gens autour de moi. Puis après, commencer à le vendre partout autour. Et moi, j'ai jamais été trop dans la prospection, donc souvent du bouche à oreille qui arrive et des gens de Twitter. C'est là les grosses boîtes que je suis. Souvent, c'est des directeurs qui me suivent depuis 5 6 mois, qui lisent ce que j'écris, puis un jour, ils se décident de me contacter. Et après, ils me présentent à leur réseau et ainsi de suite. En général, j'ai un roulement comme ça pendant un an. Après, là, je pense que j'arrive sur un domaine qui est giga vaste. Donc, avant que je master ça, il va se passer du temps. Et je suis tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. Et les clients avec qui je commence à bosser sont des clients qui m'apprennent des choses aussi, puisque là, je commence à toucher à des vraiment grosses boîtes. Donc, c'est un peu ce cycle qui vient.
Mais à la base, tout est focus autour de ma curiosité et du fait que j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses et devenir meilleur dans certains domaines. Mhm. Mais là, on va dire que là, maintenant, tu fais un petit peu le métier de data analysis. Mais comment est-ce que tu te formes dans ça? Alors, au début, moi, je commence toujours, parce que j'ai un passé de geek, genre, je commence toujours par aller regarder tout ce que je peux trouver sur Internet, en francophonie, en US. Et là où j'ai une grosse capacité à aller trouver des ressources vraiment deep sur Internet. Enfin, des ressources qui ne sont pas référencées. En fait, souvent, j'ai un process qui est simple. Je vais trouver un mec qui dit des choses intéressantes selon moi, et je vais regarder absolument tout ce qu'il a posté sur Internet. Après, je vais aller regarder tous les gens avec qui il a interagi, et je fais la même chose. Et du coup, je commence à aller de plus en plus loin. Et après, quand je vois des gens qui sont pas très gros sur les réseaux, mais qui ont une expertise qui est giga forte et qui ont interagi avec plusieurs personnes sur lesquelles j'ai deep dive, je contacte ces mecs et je fais en sorte soit de les payer, soit de bosser avec eux pour qu'ils m'apprennent en fait ce qu'ils font. Donc, je vais bouffer un max de ressources. Après, j'apprends sur le concret. Et après, avec tous les gens que j'ai autour de moi, je commence à mettre en application sans rien leur demander. En général, je fais ça gratuitement, genre de bon cœur. Souvent, c'est des potes aussi. Alors, j'ai un mix réseau professionnel et amical. Et du coup, je commence à appliquer sur eux. Et au fur et à mesure, je commence à improve mes skills. Mais genre, c'est un process long qui se fait au fur et à mesure. Après, j'ai une capacité où je comprends très vite les choses. Alors, j'ai vraiment une grosse capacité de compréhension. Ce qui fait qu'en général, le process, j'arrive à le master assez vite. Genre, tu vois, toute cette phase d'analyse de données, là, c'est poussé. Genre, en 1, 2 mois, j'avais compris tous les grands principes. Et j'avais déjà ma ligne de route de toutes les personnes sur qui je devais bouffer du contenu. Et en même temps, en général, où je bouffe le contenu, je le recrache sur Twitter. Ce qui fait que, et je l'applique sur des clients que j'ai en cours, parce que j'ai toujours un roulement de clients en même temps que j'ai mes activités. Donc, en final, j'ai des cas autant sur mes potes que sur mes clients, où je peux mettre en application. Je recrache ce que j'apprends sur Twitter, ce qui me permet de mieux le bloquer dans mon cerveau, tu vois. Et pour vraiment comprendre la chose et figer les skills. Mhm. Mais comment est-ce que tu as validé ce problème chez les agences, enfin, chez les sociétés en général? Genre, ça part vraiment de shops que tu as analysé de tes potes, ou bien c'est venu comment que tu t'es dit, ouais, faut pouvoir essayer de trouver une optimisation pour gagner encore plus d'argent pour ces e-com? En fait, quand j'ai commencé à deep dive là, dans les analyses de données et que j'ai commencé à appliquer ça sur des shops, en fait, j'ai commencé à avoir des leviers, ne serait-ce que sur des tableaux Excel, avant même de les mettre en application, tu vois. Genre, j'ai des gros templates Excel d'analyse de données où j'ai pu identifier des points de blocage et après, juste en conseillant mes potes, et eux, en les réglant, mais sans mon aide, tu vois, juste en les réglant avec leurs équipes, ils ont commencé à avoir du gros scale. Et après, c'est plus des gens qui sont venus identifier le problème simplement. C'est-à-dire que genre, j'ai étalé ma science tu vois, sur Twitter. Il y a des mecs qui sont venus me voir, qui ont mis en application, qui m'ont dit que ça réglait des choses. D'autres qui sont venus me voir pour que je le mette en application dans leur boîte, où ça aussi réglait des choses. Et au fur et à mesure, ça arrivait jusqu'à des très grosses boîtes, tu vois, où, tu vois, il y a des concepts que eux utilisaient déjà, genre dans le monde assez formel, qui rejoignaient un peu ce que je faisais, mais de manière moins poussée et sans les process de mise en application. C'est comme ça qu'en fait, la partie process derrière, elle est venue se greffer à ça. Mhm. Mais comment est-ce que les gens pourraient se former dans ce genre de choses? Pff, franchement, c'est assez chaud, tu vois, parce que sans passer par des études, c'est des trucs que tu peux apprendre à l'école, là, pour le coup. Tu vois, dans l'école, on dit, on crache souvent sur l'école, parce qu'il y a plein de compétences qu'on n'apprend pas forcément. Mais ça, pour le coup, c'est des trucs qu'ils apprennent à l'école, tu vois. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé dans les grosses boîtes et que j'ai commencé à former des mecs qui avaient genre des bacs plus 5 et qui avaient quelques années d'expérience. Les concepts, ils les connaissent, mais ils savent pas forcément les appliquer. Et ils savent pas forcément faire la corrélation entre les concepts pour créer de l'effet de levier, en fait, et aller chercher le scale grâce à ça. Et donc, tu as ce côté-là. Et après, comme un peu tout, tu vois. Tu as une base sur YouTube, une deuxième base sur des articles de blog plus poussés. Et là, déjà, tu as une grosse base. Et après, il y a beaucoup d'expérimentation. Il faut être à l'aise avec les chiffres. Mais quand tu es à l'aise avec les chiffres et que tu commences à jouer avec les concepts, c'est là où tu trouves les concepts qui marchent ensemble et les concepts qui donnent du levier en fait dans le scale. Genre, tu as toute une logique qui s'imbrique. Tu as plein de nouvelles KPI que tu vas mettre ensemble. Tu as, des métriques et plus des méthodes, tu vois, qu'autre chose. Genre des méthodes et des façons de voir les choses et des façons d'analyser, de prendre des décisions sur ton e-commerce. Et en fait, c'est quand tu vas croiser toutes ces connaissances-là que tu vas voir les gros effets de levier et l'effet cumulé que ça crée.
Mhm. Mais justement, tu as parlé de KPIs, mais qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir mesurer le potentiel succès que l'entreprise peut avoir? Ça, il y a trois choses. Et ça, c'est surtout, genre, c'est pas moi qui les ai pondus. Je suis tombé sur je me suis beaucoup intéressé aux VC qui investissaient dans l'e-commerce. En fait, je me suis dit, là, dans l'analyse de données, je touche plus à de la finance, enfin, de la finance appliquée à l'entreprise, plus que, tu vois, de la pub sur Facebook pure et dure. Du coup, en fait, j'ai été regarder comment les financiers, eux, voyaient le e-commerce. Comment les mecs investissaient et regarder si leur investissement, il allait être rentable ou non. Parce qu'au final, c'est la même chose qu'un mec qui va chercher un shop qui a du potentiel. Et il y a un VC, je sais plus comment je crois que j'étais tombé sur LinkedIn comme ça dessus, qui a fait un article. En fait, ils avaient recensé les top 100, je crois, ou top X%, bref, le top X%, tu vois, des investissements dans des e-commerce sur différentes niches et sur différents marchés. Et ils avaient regardé dans quel cas ça fonctionnait, dans quel cas ça fonctionnait pas, et quels étaient les KPI qui revenaient souvent, tu vois. Il y a deux trucs qui reviennent. Et ça, je l'avais croisé avec une autre étude, c'est Brian Balfour qui avait fait, c'est plus appliqué au SaaS, etc., mais ça s'applique très bien au e-commerce, parce que c'est les mêmes KPI qui sont utilisés sur les rétentions. En fait, tu te rends compte que chacun des achats que tu fais en e-commerce, chacun des clients que tu acquiers dans le temps, va coûter un peu plus cher que le client d'avant, tu vois. Au fur et à mesure du temps, ton coût par acquisition, il augmente, et ce qui est normal, genre tu prends une boîte qui en France, je sais pas, a pété le marché, et à la majorité, enfin une grosse majorité des parts, ça devient toujours un peu plus dur d'aller chercher des nouveaux clients et de les ramener chez soi. Donc, ça te coûte toujours un peu plus cher. Et en fait, ce qui vient contrebalancer ça, c'est la rétention. Et du coup, en e-commerce, c'est LTV, tu vois. LTV, la fréquence d'achat. Donc, faire en sorte que Mhm. tes clients ils rachètent plus. Donc, une des premières KPI qui est enfin, importante, c'est la durée de vie d'un client dans ta marque. Pendant combien d'années ton client, tu peux continuer à le faire acheter des choses. Ta LTV sur un an, et en gros, ta fréquence. Donc, combien de fois en un an, un client, tu arrives à le faire racheter des choses. Et après, il y a le panier moyen. Et le panier moyen, c'est surtout pour le paid ads. Parce que le paid ads, tu as dans le ça coûte cher aussi, c'est un système d'enchères, en gros, pour faire simple. Et en gros, quand tu croises panier moyen, LTV et fréquence, c'est les trois data, tu vois, qui vont te dire qu'il y a un intérêt chez le client. En général, tu cherches un panier moyen minimum 50 à 70 euros quand tu as quand tu as une grosse partie de ton acquisition qui se fait sur du paid. Tu vas chercher du 50-70 euros de panier moyen. Ta LTV, on aime bien avoir une LTV un an en général qui est autour de 100 euros. Tu vois. Aimes bien qu'un client il dépense 100 balles chez toi sur un an. Et moi, ce que je regarde aussi toujours, c'est la différence entre la LTV sur un an, 3 ans et 5 ans par rapport à mon panier moyen. Si je vois que tu vois, sur un an, mon panier moyen il est trop proche de ma LTV, pour moi, c'est déjà un mauvais signe si l'entreprise n'a pas de cash flow. S'ils ont du cash flow, je sais que je peux aller chercher une LTV plus longue. Parce qu'en gros, quand tu croises son acquisition et ta LTV, c'est ce qu'on appelle une payback période. En gros, c'est une période où tu acceptes de la perte financière, où tu vas dire, OK, je suis pas rentable sur le premier achat de mon client sur ma boutique, mais je vais être rentable sur le troisième achat de mon client sur ma boutique. Mais si ton troisième achat, il se fait au bout de 3 ans, parce que c'est je sais pas, c'est un type de produit que tu vas acheter tous les 3 ans, tu vois, bah, ça te demande du cash pour accepter la perte pendant ces 3 années-là. Et du coup, il te faut du cash flow. Donc, si le mec il a peu de cash flow, je vais regarder pour avoir une payback période qui est courte. Parce que sinon, en fait, je sais que le mec qui rentre dans une période de scale, ça va être trop dur. Enfin, genre, il va pas absorber le cash, donc sa boîte, elle va faire faillite à un moment. Ou alors, il va devoir lever des fonds. S'il lève des fonds, est-ce qu'il a le réseau pour lui aller lever des fonds derrière? Genre, autre chose qui rentre en compte. On revient dans les problématiques de cash. Ou alors, après, ce que je vais regarder, et ce que j'aime bien souvent, c'est quand il y a un mix qui est bien diversifié, tu vois. Quand j'aurai, admettons, je sais pas, le paid ad, ça ramène à 40% des ventes, puis tu vas avoir 30% des ventes qui viennent avec l'organique et des réseaux sociaux, et X% qui viennent de je sais pas quel autre canal, tu vois. Parce que là, je sais qu'en fait, je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir créer des balances, faire de l'acquisition en perte sur des canaux pour avoir du volume, ça va être contrebalancé, et au final, je vais faire des analyses plus sur des moyennes globales que par canal d'acquisition. J'aurai un objectif sur la moyenne globale de la boutique, et après, je vais avoir des objectifs par canal d'acquisition pour créer une balance, pour que ma moyenne soit bonne, pour que derrière, je puisse avoir une marge de valeur sur le scale et commencer à rentrer dans mon cycle, tu vois, avec la LTV. Donc, en gros, c'est les premières KPI que je vais regarder. Mais après, en soi, tu vois, ça, c'est les fixes, mais c'est toujours à mettre ensemble dans un contexte. Chaque marque, elle est unique, tu vois. Où, Mhm. en gros, tu vas pouvoir créer des typologies de marques. En fait, sur chacune des typologies de marques, je vais regarder des choses qui sont assez différentes, mais ça va toujours tourner autour de ces trois KPI-là. Et après, c'est plus comment je vais mettre cette KPI dans le contexte pour me dire, OK, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Mais là, tout ce que tu fais actuellement, tu le mets en place pour les entreprises. Est-ce que tu as un endroit pour que les gens puissent aussi faire la même chose que toi?
Alors, ça arrive là au fur et à mesure. Déjà là, j'ai fait Ace Reveal il y a pas longtemps. Jusque-là, avant, c'était que sur Twitter où je balançais sur Twitter. Mais les gens qui me suivent depuis un moment sur Twitter, ils le voient. Je balançais comme ça, sort de ma tête. Je peux avoir le même mot écrit 3 fois dans la même phrase parce que je relisais pas, etc. Mais là, j'essaye de faire plus attention parce que bon, je suis conscient que c'est un peu important. Et là, il y a YouTube, TikTok aussi qui arrivent et bon, tous les formats short, en gros, Instagram short, etc. qui arrivent. LinkedIn, pour le moment, j'aime pas trop. Et je suis en train de réfléchir à faire un blog Medium aussi. Je suis en train de voir. Il y a un Discord qui va arriver. Mais c'est des choses qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a déjà les liens sur mon Twitter. Les gens ils puissent me suivre. Mais ça arrive au fur et à mesure. C'est plus une question de moi arriver à me mettre face à une vidéo, prendre de l'aisance et avoir un contenu qui soit assez quali. C'est des trucs qui sont nouvelles pour moi. Et après, il y a la formation qui va arriver bientôt là. Je commence à teaser en pré-vente que je suis en train de tourner. Pour l'instant, je fais pas trop de pub, etc. dessus. Genre, je le push pas trop. Mais ça arrive là. Il commence à y avoir quelques personnes qui s'y intéressent. Mais globalement, ça va se tourner là. Il y aura toujours du contenu gratuit parce que je suis assez attaché à ça. Tu vois. Et je suis conscient qu'il y a des gens qui commencent et qui n'ont pas accès, qui n'ont pas le moyen de payer parce qu'ils sont dans la merde ou pour X raisons, qui n'ont juste pas envie de payer, tu vois. Ce que je peux comprendre parce que je ne payais pas de formation aussi au début. Euh, donc, globalement, il y aura toujours du contenu gratuit. Après, pour aller vraiment très loin et que tout soit structuré, le contenu gratuit, je vais continuer à le faire comme ça me sort de la tête. En fait, c'est du contenu, je ne suis pas payé pour. Donc, ça me vient comme ça, je le balance et je ne vais pas passer 3 heures à écrire un tweet. Le tweet, je l'écris dans mon lit parce que j'ai une idée ou parce que j'ai une pensée ou parce que j'ai bossé sur quelque chose. Je me dis, vas-y, je vais le partager. Donc, si le mec s'en fiche, genre des fautes d'orthographe et des structures un peu n'importe comment et sans mise en forme, les gars, ils pourront continuer à consommer du gratuit, tu vois. Et pareil, les TikTok, faut pas s'attendre à un grand montage, hein. Je vais te poser dans mon canapé, je vais mettre mon TikTok en face de ma tête et je vais dire ce que j'ai à dire. Donc, il y aura toujours le contenu gratuit comme ça. Le contenu de la formation, là, pour le coup, ça sera structuré, ça sera plus clean. Et surtout, ça ira beaucoup plus loin, tu vois. C'est quand je vais Mhm. mettre un TikTok, ça va être enfin, des posts, ça va être des petits tips par-ci, par-là. Ou alors, je vais avoir une idée d'un thread où je vais expliquer un concept, mais je vais pas faire un cours de 3 heures. Et il y a des concepts qui méritent d'avoir, tu vois, sur de l'analyse de données. Il y a des concepts qui méritent d'être mis face à un Excel avec des exemples où il y a des concepts qui soient expliqués pendant 1, 2, 3 heures. Ça, je le réserve pour la formation parce que je prends du temps et à un moment, j'ai un taux horaire et il faut que je rentre de l'argent là-dessus aussi si j'y consacre du temps. Mhm. Mais là, justement, les gens qui pourront prendre ta formation, euh, c'est quoi la débouchée derrière? Alors, la formation, elle est construite d'une manière assez simple en fait. Moi, l'idée à la base, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient des accompagnements et qui n'avaient pas moyen de payer parce que ça coûte 10 000 à 20 000 euros quand je bosse, quand j'accompagne des boîtes et qui n'avaient pas forcément les moyens. Ou alors, moi, je leur disais que leur boîte, elle n'était pas elle n'était pas assez mature pour que ce soit intéressant pour eux qu'on bosse ensemble. Il y a pas mal Mhm. de personnes sur Twitter, il y a même plus de personnes que j'ai refoule pour ça. Et donc, en gros, la formation, le but, c'est donner l'accès à en fait, ce que je fais avec ces boîtes, mais je le fais en one-to-one. C'est pour ça que c'est plus cher. Mais de manière centralisée, comment je m'y retrouve d'un point de vue financier et que ce soit plus accessible pour les gens d'un point de vue financier pour eux. Donc, en gros, globalement, la formation, c'est toute la partie théorique formation que je fais avec les entreprises que j'accompagne. Globalement, c'est vu comme ça. Après, les débouchés, moi, ça va être purement de la connaissance dessus. Je ne vais pas apprendre à aller prospecter des clients. Je ne vais pas apprendre à aller chercher des produits. Moi, je vais apprendre à scale. Donc, enfin, je vais apprendre à scale des boîtes avec différentes compétences. Donc, que ce soit en bas, en opérationnel, comme après sur de l'analyse de données, de la prise de décision, de la structuration, de recruter des gens. Donc, ça va pouvoir s'appliquer autant au freelance qui fait un peu des trucs comme moi, tu vois, qui est tout seul et qui va accompagner des boîtes, autant au mec qui a sa marque et qui va diriger pour comprendre comment il prend ses décisions et comment driver les gens autour de lui. Et autant au mec qui a une agence pour délivrer auprès de ses clients. Mhm. Parce qu'en gros, moi, ce que j'apprends, c'est la compétence pure dans l'e-commerce et dans la prise de décision et principalement le scaling. Je ne vais pas être là pour apprendre les bases. Il y a plein d'autres formations qui le font déjà. Il y a plein de contenus gratuits un peu partout pour trouver des clients, trouver un produit. C'est pas ma spécialité. Moi, c'est focus sur de la compétence, de la connaissance, de l'application. Mhm. Ok. Écoute, pour clôturer, c'est quoi ton ambition pour les 6 prochains mois, pour la prochaine année? Je me tâte entre différentes choses. Là, je commence à avoir des propositions sur la formation dans des écoles. Il y a toujours la formation, mais plus là et de l'accompagnement avec des fonds d'investissement. Je commence à avoir quelques opportunités. Des fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes et moi qui viendrai en fait pour accompagner les gens qui ont reçu l'argent pour être sûr que le fonds d'investissement il récupère son argent.
Et après, là, on teste des choses avec des grands groupes. Genre, on a déjà discuté ensemble, mais en gros, des grands groupes qui font plusieurs milliards, des très gros groupes genre les gens que tu vois chez Leclerc, etc., ce genre de marque, qui ont des problématiques chez eux. Et là, je suis en train de bosser avec un gros groupe comme ça. Je suis plugué avec pas mal de monde dans ce milieu, enfin de plus en plus là ces derniers mois. Et en fait, on est en train de tester comment on peut revoir les structures des grands groupes, retravailler ça. Et ça, globalement, en fait, si on arrive à bien le faire sur ce grand groupe-là, on pourrait l'étendre à plein de grands groupes. Et là, je parle genre potentiellement de boîtes du CAC 40, ce genre de choses. Alors, maintenant, j'ai les moyens de bosser avec ces gens, j'ai les plugs, j'ai les moyens de me faire accepter dans ces boîtes, ce qui n'est pas facile. Donc, je suis en train de voir un peu partout. Puis après, bien sûr, la formation, ouais, parce que ça aide des gens qui n'ont pas forcément les moyens de lâcher les tarots à 3K la journée. Donc, Mhm. je suis un peu dans ces différents axes. En vrai, pour l'instant, tout m'intéresse, donc je fais tout. Et après, ça va se voir sur deux choses. C'est combien ça rapporte et là où je prends le plus de kiff. Après, je pars quand même le kiff en dessous de ce que ça me rapporte. S'il y a un truc qui me permet de me faire payer 10 000 balles la journée, même s'il y a moins de kiff, je me ferai payer 10 000 euros la journée. Et j'apprendrai Logique. à trouver du kiff là-dedans, tu vois. Et je trouverai un moyen d'évoluer parce que j'aurai toujours cette curiosité. Je me dis peut-être dans 3 ans, j'aurai master mon domaine et je sais pas où ça me trouvera. Pour l'instant, je suis le vent, je suis en poupe, je suis les opportunités. Et pour l'instant, ça se profile bien. Ça fait un peu le yo-yo encore, mais ça se profile bien. Donc, à voir. Je prends les portes qu'on m'ouvre pour le moment. Mhm. Mais toujours, ça va être sur la formation, prestation de service. J'essaie un peu de monter mes propres projets. Ça me plaît pas, ça me gave vite. Ok. Bah écoute, Eden, merci pour aujourd'hui. C'était un réel Bah, plaisir écoute, à voir. merci à toi de me donner la parole. Merci à toi. Bah écoute, on se revoit très bientôt d'ici 6 à 7 mois pour faire un autre podcast, pour voir ton évolution, pour voir si tu as pu réussir tes objectifs court terme. Et voilà. Vas-y, carrément. Hein. De toute façon, on se tient en contact, puis c'est toujours un plaisir. Yes. Merci à toi, Eden. À très bientôt. Merci. Allez, Salut. salut. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Eden sur son Twitter. Et je mettrai également en lien en description sa prévente pour cette formation. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.